Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 36. Athina et les langues carolingiennes, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons vous emmener au Haut Moyen-Âge. Je vous rappelle, le Haut Moyen-Âge, c'est le début du Moyen-Âge. Et plus précisément, à la fin du 8e siècle et pendant le 9e siècle, sous le règne des Carolingiens. Et si vous écoutez notre format Superjoute Royal sur le classement des rois de France, vous avez déjà entendu parler de cette période. Mais oui, allez voir sur le site. Bonjour Athina Isos. Bonjour. En 2018, tu as soutenu, à l'issue d'une deuxième année de master, un mémoire sur la thématique « La langue des clercs dans les confins orientaux du monde franc de 768 à 876 » et tu avais réalisé ce master à l'université de Paris 4 Sorbonne sur la direction de Philippe Sénac. On va parler aujourd'hui des débuts de l'Empire carolingien. Est-ce que tu pourrais d'abord nous présenter le cadre historique de ton champ d'études ? En gros, on en est où dans le contexte politique à la fin du 8e siècle et au début du 9e siècle ? Alors, en 768, c'est l'avènement de Charlemagne. À cette époque-là, donc c'est le fils de Pépin le Bref. En 768, il est encore en train de gouverner avec son frère, Carloman. Ensuite, celui-ci va se retirer et il va laisser Charlemagne prendre les rênes du royaume. Et celui-ci va ensuite constituer un empire. Donc, le règne de Charlemagne est vraiment marqué par de nombreuses conquêtes, autant au sud que vers l'est. Et moi, j'ai choisi de m'intéresser plutôt à ces conquêtes vers l'est. C'est-à-dire vers l'est, c'est quelle région ? C'est tout ce qui est Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique. Donc le règne de Charlemagne est marqué par vraiment de très nombreuses conquêtes. Et à la fin de son règne, et ensuite sous son fils, Louis le Pieux, il y a encore de nombreuses conquêtes. Et dans ce contexte, tu as décidé de travailler sur les langues des clercs francs. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est un clerc franc ? Parce que moi, je pense savoir ce que c'est, mais peut-être pas forcément les auditeurs. Étymologiquement, les clercs, c'est les personnes instruites. Moi, dans mon mémoire, je l'utilise comme pour désigner, par exemple, un prêtre ou quelqu'un qui est religieux et qui est en contact avec les fidèles. Et donc, tu as étudié les clercs qui étaient aux confins de l'Empire carolingien. Pourquoi tu as choisi d'étudier ces personnes-là ? En Master 1, mon sujet, c'était les réformes scripturaires des Carolingiens. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque carolingienne, il y a une énorme réforme qui va être faite de la langue et de l'écrit. Donc rien à voir avec les réformes scolaires aujourd'hui, non ? Pas vraiment, c'est une réforme... Oh, remarque quoi que si, parce que c'est une réforme orthographique, une réforme de la grammaire. J'avais étudié ces réformes scripturaires, donc comment le latin, on tente de le rectifier, de le faire revenir aux origines. Enfin, il y a tout un travail et de réflexion sur comment faire revenir le latin à quelque chose de plus pur, dénué d'erreurs. En fait, le latin a toujours été en mutation constante, et sous les mérovingiens, c'était perceptible également à l'écrit. Il y avait des influences, en fait, de la langue, de la prononciation de la langue sur l'écrit. Ce qui amenait des fois à des erreurs orthographiques ou alors de grammaire. Et donc là, sous les Carolingiens, ils ont décidé un petit peu de hop, on va un peu c'est ça. Remettre tout ça en ordre, c'est ça ? Exactement. Et du coup, je me suis rendu compte quand même que c'était un peu paradoxal parce que c'est pas nouveau, hein, mais quand même, ils refaisaient une réforme du latin à un moment où ils essayaient de convertir un maximum de monde parce qu'il faut savoir que pour unir l'Empire, c'est la religion qui va unir l'Empire, pour Charlemagne. Et sauf qu'il y a personne qui comprend le latin à cette époque-là. Donc je trouvais ça un peu bizarre, toute cette réforme scripturaire autour, et c'est là que j'ai décidé de m'intéresser en fait à de quelle manière l'enseignement est transmis par les clercs aux fidèles. Quelle langue ils utilisent, comment ils arrivent en fait à les convertir ces fidèles, parce qu'ils comprennent pas le latin. C'est pour ça que j'ai décidé en Master 2 d'étudier les langues. Tu as étudié la langue des clercs, mais ils parlent le latin aussi ? Le latin, c'est pas une langue qu'on parle, c'est une langue qu'on écrit. Dans l'Empire carolingien, il y a un foisonnement
énorme de langues, c'est du multilinguisme. Il y a une partie qu'on peut appeler le pré-roman, qui baigne dans le latin et aussi dans des influences d'autres dialectes. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple sur le territoire français. Mais il y a aussi des dialectes germaniques, des dialectes slaves, une multiplicité de dialectes. Et dans ces dialectes, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fonction des branches dans lesquelles ils viennent, les peuples ne se comprennent pas entre eux. Il y a plusieurs branches qui existent et du coup, les missionnaires qui parlent, eux, leur propre langue, si ça ne vient pas de la même branche linguistique que celle du fidèle, il se retrouve coincé, il ne peut plus rien faire. Hein. Mais il peut plus les convertir. Disons qu'il a des difficultés à se faire comprendre. Je prends l'exemple de Boniface, qui est saxon, donc un évangélisateur saxon. Il n'a aucun problème à parler aux Frisons, qui est un des peuples de l'Empire, un des peuples qu'il va convertir. Ou alors, en contre-exemple, on peut citer par exemple Paul Diacre, qui est un lombard, qui parle une langue certes germanique, mais trop éloignée par exemple d'une langue comme le danois. Donc il éprouve des difficultés à communiquer avec ce peuple lorsqu'il tente de l'évangéliser. Donc c'est très intéressant parce qu'on parle de peuples germaniques, mais ils ont des dialectes parfois fort différents les uns des autres, même s'il y a des racines forcément communes. Par exemple, même Charlemagne, lui, ne parle pas ce qu'on appelle le pré-roman, il parle le francique, un dialecte germanique. Et ça ne veut pas dire qu'il arrive à communiquer avec toutes les personnes de son peuple, enfin de son territoire. En même temps, il avait un territoire tellement gigantesque que ça me semble normal de ne pas parler toutes les langues du territoire. C'est ça. Et en fait, une des raisons pour laquelle il va utiliser le latin, c'est d'abord une raison symbolique et idéologique, c'est parce que c'est la langue des Romains. Il utilise également le latin pour une raison plus pragmatique, qui est que le latin est doté d'une grammaire. C'est une des rares langues à l'époque qui détient une grammaire, et donc qui est fixée, et ce qui évite également les erreurs d'interprétation. Parce que les autres langues n'ont pas de grammaire fixée. C'est ça, et c'est vraiment la grande différence. Les peuples sont souvent considérés comme difformes, comme des singes, comme des enfants, par les clercs, par les lettrés. Certains ont des relations différentes avec eux. Mais dans l'ensemble, ils disent souvent qu'ils parlent une langue difforme. Et difforme, bon, c'est une langue parce qu'elle est plus âpre. Les dialectes germaniques ont un phrasé plus âpre, des sons, des sonorités très différentes du latin. Tu dis dans ton mémoire, tu dis la langue des clercs. Tu dis toi-même, il y a plusieurs langues en fait pour ces clercs aux confins orientaux de l'Empire carolingien. J'étudie pas les langues d'un point de vue linguistique. Pour moi, la langue des clercs, c'est comment ils vont défendre la langue, en fait. Comment ils vont l'utiliser, quelle que soit cette langue. C'est pour ça que je voulais pas dire le latin, ou voilà, je voulais pas être fixée. Et en même temps, je peux différemment parler des langues, en sachant que moi, ma langue principale, c'est le latin, la langue source. Et ensuite, c'est de quelle manière ils vont justifier, introduire, légitimer ou défendre une nouvelle langue. Et sur quel type de texte tu as travaillé ? Dans quel texte, en fait, ces clercs défendent leur langue ? J'ai travaillé sur un certain nombre de textes. Donc d'abord les textes, les capitulaires, les textes législatifs de l'époque, qui sont une source très importante. Et puis en plus, c'est la parole de l'empereur, c'est la parole du roi. Et c'est important de les étudier pour savoir comment ils en parlent de cette langue, quel est leur point de vue avant celui des clercs. J'ai également jeté un coup d'œil sur les vita. C'est quoi l'Invita ? C'est les vies de saints. En plus, on peut voir quelle manière ils introduisent des saints dans des pays qui viennent juste, enfin des territoires qui viennent juste de conquérir. Enfin voilà. C'est pour ça que c'était intéressant. J'ai utilisé aussi un certain nombre de livres reliés à la grammaire. La grammaire, l'orthographe. Je pense par exemple à Alcuin qui a écrit un De Orthographia qui m'a énormément aiguillée pour mon Master 1. Et pour cette période-là, j'ai pris aussi un corpus de lettres du pape, par exemple, ou des clercs entre eux, la manière dont ils interagissent. C'est souvent révélateur de certaines choses. Je pense qu'il y a certains qui doivent déjà connaître. Bon, j'ai étudié évidemment sur les MGH. Les MGH, c'est ces fameuses archives compilées par les Allemands. C'est ça, tout à fait, qu'on retrouve en ligne. Attention, on les retrouve en ligne. Mais oui, non, profitez-en. C'est un travail incroyable qu'ont fait les historiens allemands, effectivement, à leur époque. Et ils sont très très forts pour la compilation des sources. C'est très impressionnant leur travail. C'est qu'ils ont retranscrit plein de manuscrits de l'époque du Haut Moyen-Âge, donc ce qui fait que maintenant, les historiens comme toi, Atina, t'as pas eu besoin d'aller aux archives parce que tout était déjà disponible. Alors c'est ça, j'ai tout cherché
dans ma chambre, sur mon lit. J'ai aussi profité d'Internet pour fouiller d'autres archives auxquelles on n'a pas forcément accès sinon. Je pense par exemple à la Bibliotheca Vaticana pour avoir les textes des papes, ce qui est toujours intéressant. Ils ont conservé, ils ont fait un vrai travail de conservation et de numérisation, ça peut vraiment aider. Surtout, j'ai beaucoup travaillé avec la Bibliotheca Legia, qui est géniale, qui regroupe les textes numérisés, les documents numérisés d'Italie, d'Allemagne, de France et d'Angleterre. Donc c'est une sorte de Gallica, mais au niveau plus, ce qui m'a donné accès à des archives, à des manuscrits par exemple allemands. Et moi, c'est vraiment c'est mon domaine. Mais là, c'est les manuscrits originaux, c'est les retranscriptions qui sont numérisées? C'est les originaux qui sont numérisés. Donc je peux vraiment travailler sur les textes et sur la manière dont la langue en fait germanique va entrer dans le texte, parce qu'il y a plusieurs manières. En fait, j'ai étudié les manuscrits. On voit des mots en germanique qui apparaissent. Ça peut être dans les marges, ça peut être entre les lignes, ça peut être dans le corps du texte. Et la manière dont ils entrent en scène, ça montre aussi la manière dont ils sont utilisés par les clercs. Par exemple, dans les marges, ça peut être une sorte de description rapide ou d'explication du texte latin. Et en fait, on se rend compte que lorsque c'est dans les marges, entre les lignes comme ça peut être des repères visuels aussi pour le clerc qui n'est pas à l'aise avec le latin, mais qui peut, en lisant rapidement l'explication dans sa langue, dans un dialecte germanique, peut comprendre mieux le texte latin en fait. C'est une sorte de mémo. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr que c'est rude, hein, mais bon, moi je trouve pas ça malhonnête. Hein. Bon d'accord, allez, dites-lui qu'on accepte les conditions. Vous êtes sûr? Comment ? Vous allez pas regretter? C'est difficile de peser Non, le poids. attendez. De quoi vous mêlez, vous ? Ah non, moi je dis ça, c'est pour vous. C'est quand même une lourde décision. Le retrait des troupes. Mais attendez, vous êtes interprète ou diplomate ? Oh bah interprète. Enfin moi je dis ça, c'est pour vous. Écoutez, dites-lui ce qu'on vous dit de lui dire, et puis si on a besoin de vos avis, on vous fera signe. Bon, bah, c'est vous le chef. Et comment tu as travaillé sur ces textes? J'ai vu que tu avais étudié l'alphabet carolingien. Comment on peut étudier l'alphabet? Qu'est-ce qu'il a de différent avec notre alphabet aujourd'hui? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les textes sont lus souvent. Les textes latins, les textes écrits, ils sont transmis par la lecture à haute voix. Ce qui a posé problème aussi pour le latin et pour la langue romane, c'est que, comme je disais avant, on parle, mais les sons sont différents, posent problème pour la mise à l'écrit, en fait. Parce que, voilà, il y a une influence, il y a une évolution de la langue. Et ce qui a mené à faire des fautes d'orthographe, en fait, dans le texte latin. Parce que, comme il était lu et dicté, et les clercs, quand ils recopiaient avec ce qu'ils entendaient. Et du coup, ça faisait des fautes dans le texte latin. Et ça faisait pareil avec les quelques mots germaniques, par exemple, qu'on retrouve dans les textes latins. C'est super drôle parce que on retrouve souvent les mêmes mots, mais alors ils sont écrits d'une manière complètement anarchique. Mais je comprends pas, tu disais tout à l'heure pourtant qu'il y avait une réforme du latin, mais pourtant ils écrivent quand même en impliquant des mots d'autres langues et en s'influençant. C'est ça. Ce qui est problématique, c'est que l'alphabet latin ne peut pas transcrire phonétiquement, en fait, il peut pas transcrire les sons gutturaux qu'on trouve dans les dialectes germaniques. C'est pour ça qu'il va y avoir en fait un vrai travail sur comment mettre par écrit une langue qui n'a pas les mêmes sonorités que le latin. Donc il y a un vrai travail de recherche dans les alphabets en fait à cette époque-là. Déjà à l'époque mérovingienne, je crois que c'était Chilpéric Ier qui avait décidé d'introduire, qui avait décidé, c'est Grégoire de Tours qui nous le raconte, qu'il avait, en même temps, on n'a que Grégoire de Tours comme source pour cette époque-là. Exactement. Lui aussi, on l'embrasse. Hein. Du coup, il avait essayé d'introduire 4 lettres issues de l'alphabet grec pour ensuite s'adapter aux nouveaux sons de la langue, avec plus ou moins de succès. Mais en fait, ces lettres grecques, on va les retrouver lorsqu'ils vont écrire le germanique. Là, par contre, ça marche bien. Pas de souci. Parce que oui, les sons, évidemment, les sons qu'il entendait chez Chilpéric, c'est des sons ensuite qu'on retrouve à l'époque carolingienne. C'est des sons germaniques qu'on entend. Par exemple, le TH, ils vont utiliser le θ, par exemple, pour les plus lettrés, ou alors quand ils sont vraiment un peu limite, ils font un Z. Allez. Oui, donc adapter un alphabet, en fait, à la langue, c'est pas nouveau. On le voit aussi au IVe siècle avec un moine arien qui s'appelle Wulfila. Wulfila, oui, un mignon. Hein, on aime les noms du haut Moyen-Âge. Et lui, il décide, pour son roi, qui donc, on est du côté de l'arianisme, il décide de faire une Bible
Et le problème, c'est qu'il pige rien en latin, son roi. Du coup, il lui fait une Bible en utilisant des lettres différentes. Il utilise des lettres grecques, des lettres latines, du runique, il met un tréma, enfin voilà. Il adapte Un beau pot pourri de langue, en fait. C'est ça, il adapte pour que phonétiquement, en fait, ça colle à la langue goth, le gothique. C'est une entreprise, le fait d'utiliser des alphabets à cette époque-là. Ça se retrouve aussi, par exemple, c'est au moment où il y a Cyril et Méthode, donc au 9e siècle. Cyril et Méthode, c'est eux qui vont créer, enfin, pour faire un raccourci, on va dire, historique, ils vont développer l'alphabet cyrillique, donc en utilisant aussi d'autres lettres de d'autres alphabets pour écrire la langue slave. Il y a un intérêt pour les alphabets à cette époque-là qui se développe. Quel a été ton regard d'historienne sur ces sources et sur ces alphabets ? Ce que je viens de vous expliquer, c'est un peu ma théorie sur ces alphabets, pourquoi ils étaient là. Bon, après, évidemment, il y a un intérêt énorme pour la culture antique à cette époque-là. Évidemment, il faut relativiser. Mais on voit quand même que les alphabets occupent une place relativement importante dans certains cas de figure. On le voit dans la transcription du germanique, on voit qu'il y a quand même une influence. Comment ils ont fini par défendre cette langue, c'est clair ? En fait, mes textes sont en latin et on le voit dans le texte latin, au fur et à mesure, ils ont une perspective différente. Déjà, il y a des grandes figures comme Loup de Ferrière ou Lafride Strabon qui parlent de cette langue. Par exemple, Loup de Ferrière, lui, il va venir à Fulda, donc il y a aussi un monastère, la partie orientale. C'est vraiment un grand centre. En plus, il y va lorsque Raban-Mort dirige ces énormes figures qui a publié qui a écrit un De Inventione Linguarum. À tes souhaits ? De l'invention des langues. Ah. Et en fait, c'est plus particulièrement, en fonction des traductions, c'est de l'invention des lettres. Parce que les deux sont fondamentalement liés. Mais du coup, il y va comme ça pour parfaire son germanique un peu. Et en fait, il se découvre un amour pour cette langue germanique. Il en a un peu honte d'ailleurs. Mais il en parle dans ses lettres, c'est assez drôle. Il enjoint en fait son neveu ou d'autres gens à se former en fait à cette langue germanique. Et au Lafride Strabon, par exemple, ou d'autres gens avec un nom imprononçable. Oui, toujours au Moyen-Âge et des noms chelous. Voilà, j'en ai en tête, je vais éviter de les prononcer. Ma langue va fourcher, malheureusement. Mais eux, ils vont parler, ou même Raban-Mort d'ailleurs, oui, voilà. Un nom facile à dire. Raban-Mort va parler en fait de cette langue du tudesque. Le tudesque, donc la langue différente du latin, et ensuite plus tard plutôt la langue germanique. Ils vont parler de cette langue germanique, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils vont commencer en fait à la défendre, mais de manière petit à petit. Par exemple, ils vont dire « Oh, regardez, il y a des rapprochements avec le latin et le grec, là. Ils ont la même manière de prononcer ça. » Ou alors « Ah, tiens, la manière dont ils construisent la phrase, c'est un peu pareil. » En fait, ils vont utiliser le renouveau de la grammaire latine qui est issu de la Réforme. Ça va leur permettre d'acquérir, en fait, des bases et des connaissances solides en grammaire sur comment la langue est construite et mise par l'écrit. Ils vont prendre conscience, en fait, que c'est possible de le faire avec d'autres langues aussi. Et ils vont utiliser ces nouvelles connaissances pour justifier et introduire petit à petit en fait la langue germanique. Bon, après je dis ça comme si tout le monde le faisait, c'est quelques grands clercs, quelques grands lettrés qui s'y intéressent vraiment, hein. Je tiens à relativiser. Ils utilisent d'autres langues, parfois d'un point de vue étymologique. Ils disent « Ah, regardez, cette langue germanique, eh bien, étymologiquement, en fait, c'est issu de mots grecs ou latins. » Et en fait, c'est super drôle parce que le latin, à une même époque, pareil, avait été légitimé comme ça avec l'hébreu et le grec en disant oui, le latin, ressemble au grec par certains aspects. Par exemple, ils utilisent l'absolu pareil. Parfaitement. En grec et puis en hébreu, l'absolu, il est féminin, et en latin, il est neutre. Ils n'utilisent pas le masculin, attention. Oh là là, tu me rappelles mes souvenirs de latin de 5e. Ils vont faire la même chose pour la langue germanique en disant oui, regardez, c'est possible. Alors je travaille avec parfois quelques phrases, quelques lignes dans un texte entier, hein. Mais c'est intéressant parce qu'ils utilisent cette langue et ils vont l'introduire petit à petit, ils vont la justifier comme ça en utilisant d'autres langues et en utilisant leur base de d'autres langues. Et tu as travaillé sur combien de manuscrits environ ? Ton corpus a combien Énorme. Ah bon ? Énorme. Parce que, comme je l'ai dit, je travaille parfois sur des tout petits
des tout petits morceaux de texte en fait, et on le retrouve dans plein de textes. Après, il y a des textes plus grands que d'autres. Par exemple, on se rend compte que oui, le Mythe-Tombe n'utilise pas le latin vraiment pour la conversion. Bon, il l'utilise quand même sûrement pour... c'est possible qu'ils lisent en fait d'abord des textes en latin, mais ensuite ils vont sûrement l'expliquer en langue germanique. Et on retrouve en fait des grands textes, c'est relatif, parce que bon, quand j'ai des sources qui font 3 lignes, c'est sûr que c'est des grands textes quand ils font 10. Par exemple, des professions de foi, des textes comme ça écrits entièrement en germanique. Et c'est là qu'on se dit qu'ils ont dû apprendre des textes par cœur de prière, et ils nous ont transcrits en fait en germanique pour ensuite permettre aux fidèles de comprendre de quoi ils parlaient, quoi. Parce que le gros problème de cette époque-là, c'est l'hérésie. L'hérésie ? Ouais, l'hérésie. C'est pas le paganisme, donc c'est pas le polythéisme, la bête noire de Charlemagne à cette époque-là, c'est l'hérésie. C'est-à-dire que la religion catholique, enfin chrétienne, est mal comprise ou est interprétée différemment. Il y a un problème d'interprétation à cette époque-là. Et du coup, il y a des gens qui sont persuadés de faire du christianisme dans les prêtres, plein de bonne volonté, mais en fait qui font des trucs complètement what the fuck. Donc lui, il fait la chasse aux mauvaises pratiques. C'est ça, par exemple... il y a un prêtre qui bénit au nom du Père, de la Fille et puis du Saint-Esprit. Ou alors, parfois, le Saint-Esprit, il saute. Voilà, enfin, il y a mauvaises interprétations des textes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le latin qui doit être réformé, parce qu'il y a plein d'erreurs dans les textes, évidemment. Et il y a plein d'erreurs aussi dans la compréhension. Si les prêtres pensent que Jésus est une femme, oui, effectivement, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ça vaut aussi pour les fidèles, il faut quand même qu'ils comprennent un tant soit peu ce qu'ils disent, quoi. Oui, parce que si un jour ils entendent que Jésus est un homme, le lendemain est une femme, effectivement, ils doivent être un peu paumés. C'est ça, c'est un peu la galère. Et voilà, il y a des textes parfois qu'on retrouve entièrement en haut germanique pour que les fidèles ils aient une connaissance un peu partielle, mais qu'ils aient des bases religieuses. Est-ce que tu as eu des surprises pendant ton mémoire ? Oui, des textes entièrement haut germanique et notamment des professions de foi ou des credos, des prières en haut germanique entièrement. Parfois avec la transcription latine et ensuite en germanique. Du coup, c'est des super surprises parce qu'on s'y attend pas vraiment. Je me doutais que j'allais trouver des petits mots en marge, par exemple, ou mais des textes entièrement en germanique aussi haut, en fait, au 8e siècle, parce qu'il y a des textes qui datent de 760. Ah oui, donc des lexiques, ça a lieu avant la période de réforme carolingienne. Donc c'est vraiment en fait une entreprise des clercs qui va être boostée par la réforme, parce qu'il va y avoir des nouvelles bases, notamment en grammaire, qui vont leur permettre d'établir vraiment des choses un peu plus nouvelles. Mais il y a déjà une entreprise de mise à l'écrit qui va être faite bien avant. C'est que ça répond à un besoin, en fait, des clercs. Depuis que tu as terminé ton mémoire, quel bilan personnel est-ce que tu en tires ? Je suis contente parce que c'est pas un sujet qu'on étudie beaucoup en France. Il y a un spécialiste en France que je dois absolument citer parce qu'il a fait un travail remarquable. C'est Michel Bagnard. Mais lui, il est spécialiste plutôt de l'évolution de la langue d'un point de vue du pré-roman, en fait. Plutôt de la zone romanophone, que je n'ai pas étudiée parce que j'ai préféré aller plutôt vers la partie orientale. Il a écrit une Bible qui s'appelle Viva Voce. Viva Voce, une Bible sur la langue et sur l'évolution, sur l'histoire de la langue, qui est incroyable, que je recommande à tout le monde. Et voilà, en France, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent le sujet. On arrive, en fait, ceux qui travaillent l'ethnologie, ou comme Börre-Thierry ou Magali Coumer, Thomas Liénard. Börre-Thierry, Geneviève Börre-Thierry, qu'on a reçu dans ce podcast, dans les épisodes de rencontre. Allez l'écouter, elle est formidable. C'est ça. Assez intéressé, évidemment, à la partie germanique. Ces historiens sont intéressés à la langue. Il y a un historien qui a dit que, malheureusement, on ne s'intéresse pas assez aux travaux des pays d'à côté en recherche. Et c'est vrai. On parle pas tous allemand en même temps. Je ne parlais pas allemand avant de commencer le mémoire. J'ai décidé de me lancer dessus parce que c'est le sujet qui m'intéressait. Je ne parle pas un mot d'allemand. Si, j'ai appris Verlag et, alors attention, la prononciation est incroyable. Sprache, voilà. Ça veut dire quoi ? C'est un truc du genre parler ou langue, voilà. Donc tu as réussi à étudier les langues germaniques sans parler un mot d'allemand ? Et ben en fait, Google Trad est mon ami, et puis surtout j'ai des amis qui, eux, sont très doués pour l'allemand. Et germanophones. Qui m'ont vraiment aidé pour les traductions des livres. Mais en fait, dans les textes latins, c'était pas dérangeant parce que c'était du au germanique, et puis en plus, j'étudiais pas la langue en elle-même. J'étudiais comment elle intervenait et pourquoi elle intervenait. Donc c'est un peu différent.
Mais j'avoue que oui, je me suis lancée parce que j'aimais le sujet et voilà. Et puis tant pis pour le reste. Et j'ai appris l'allemand au fur et à mesure. Voilà. Et depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais? Quel a été ton parcours? Alors c'était mon but depuis quelques années en fait. Je me suis orientée vers l'édition. Et du coup, je travaille dans l'édition de livres d'histoire. Donc, il y a un lien quand même, tu as réussi à faire évidemment. le lien. Mais je voulais travailler dans l'édition de livres d'histoire parce que j'ai absolument pas envie de lâcher l'histoire. C'est quelque chose qui me passionne. Et je voulais donner envie à d'autres gens aussi. Et je trouve que l'édition, c'est un bon moyen. Et tu arrives à travailler sur le Moyen-Âge quand même? Malheureusement, non. Mais ça m'a servi. Ah. Ça m'a servi. Pour certains livres, ça m'a servi. J'ai pu défendre mon morceau. Pour finir, Atina, j'ai une question un petit peu rituelle de demande de conseil et je veux te demander quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait étudier d'une façon ou d'une autre l'Empire carolingien et l'époque carolingienne. Alors, prendre des cours d'allemand, si on est comme moi motivé pour une partie du monde auquel on n'habite rien du tout. Et sinon, je peux lui conseiller quelques historiens spécialistes. On pourra mettre dans la description de l'épisode les livres que tu vas conseiller, effectivement. J'imagine qu'il y a des lectures qui sont indispensables. Bon, alors, je veux rendre un hommage à Pierre Richer, qui est mort et qui est... Il y a quelques temps, effectivement. Voilà, il est en mai. C'est horrible. En mai 2019, à l'heure où on enregistre ce podcast. Vive lui et lisez tout ce qu'il a fait, c'est génial. Sinon, qu'est-ce que je peux conseiller? Aimez Charlemagne, parce que vous allez en entendre parler pendant des siècles. Ne vous laissez pas décourager par toutes ces conquêtes et toutes ces dates. Et voilà, mais de toute manière, c'est de l'histoire, donc on s'en fiche. Et, petite dédicace, intéressez-vous à Louis le Pieux. Parce que Louis le Pieux est très méconnu. Et pourtant, il est très très intéressant. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le fils de Charlemagne. C'est le seul qui reste à la fin. Il a gagné l'Empire comme ça, tout. J'adore Louis le Pieux. C'est un peu le grand incompris de la période carolingienne. Et j'ai une petite larme à chaque fois je pense à lui. Je me dis, Louis le Pieux. On pense à lui. Mon Bisous. pauvre. Vous parlez quelle langue là? Burgonde. Et puis? 2 autres patois burgondes. Ah, super. Alors j'aime autant vous dire que les types qui parlent le patois burgonde, à part ce morceau-là, ils n'en passent pas tous les jours dans les remparts. Bon, on vous prend comme interprète burgonde. Hein. Quoi? Oh, merci. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur l'Empire carolingien, vous en savez un petit peu plus sur la langue qui était utilisée par les lettrés à l'époque carolingienne, et vous en savez un petit peu plus même sur l'ancien germanique, et c'est quand même pas mal. Donc merci beaucoup à Tina Isos. Merci à toi. Comme je disais dans l'épisode, vous retrouverez donc plein d'informations sur le site passionmedieviste.fr. À chaque fois, on vous met vraiment un petit descriptif, de la bibliographie, des images. Oui, vous allez voir, on va trouver des images sur ce sujet. Vous allez être surpris. Et encore une fois, si les Carolingiens et si Charlemagne vous intéressent, allez écouter Super Jeu de Royal, parce que nous avons Ilan qui est un fervent défendeur des Carolingiens, donc et allez écouter l'épisode de Super Jeu de Royal, je pense, si je dis pas de bêtises, sur le 8e siècle, donc c'est l'épisode 3 sur le 8e siècle, et l'épisode 4 c'est sur le 9e siècle. Vous allez entendre beaucoup parler des Carolingiens à cette époque-là. Et allez aussi écouter bien sûr tous les autres formats que vous retrouvez sur le flux du patient médiéviste. Et comme vous le savez peut-être, vous pouvez soutenir ce podcast et moi-même en contribuant au Tipeee, c'est-à-dire une campagne de financement en ligne avec quelques euros pour aider au développement du podcast. Il y a des paliers différents avec plein de goodies, des récompenses, des objectifs. Je vous laisse regarder, le lien est en description de l'épisode et sur le site. Les dons permettent depuis quelques mois de financer une illustration de cet épisode, réalisée par l'artiste Dean avec qui je collabore et qui est vraiment très talentueuse, donc merci beaucoup aux tipeurs et aux tipeuses. Et ce mois-ci, je tiens à remercier tout particulièrement Diane, Tanguy, Grégory qui tient le site Recettes médiévales, allez voir, c'est passionnant, Morgane, Corentin, Marine et Claire. Et même si vous ne donnez pas au Tipeee, ça fait plaisir de voir vos messages à propos du podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail et tout ça. Je lis tout et ça fait chaud au cœur. Et dans le prochain épisode, on parlera des troubadours au Moyen-Âge. Salut!